Toi, quand t'es chez toi, je viens pas te saouler en mode ouais, j'aimerais bien renégocier ma paye, de ceci, cela et tout. Genre, c'est pas le moment. Jeune ambitieux, jeune ambitieux, jeune ambitieux, jeune ambitieux. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de brocoli bleu. Ça c'est du blase qui blase. Punaise, notre génération déteste le monde du travail, entre parenthèses, et on a de bons arguments. Mon gars, je suis très intrigué par ta vidéo. Voilà, je ne fais que voir des délires en mode oui, notre génération, le monde du travail, ceci, cela et tout. Et franchement, toutes les plaintes que j'ai vues par rapport au monde du travail, comme quoi on est moins investi. En fait, dans le travail, ils veulent vraiment que tu y mettes ta vie. Les gars, moi je m'investis sur 7 heures. Ok, en dehors de ça, il n'y a plus aucun lien de subordination, faut me laisser tranquille. Ok, j'ai même pas envie de voir la gueule des gens que je croise là-bas à la base. Tu vois, c'est le même délire qu'à l'école, hein. C'est le même délire qu'à l'école. Les gars, comment j'aimais pas croiser des gens de l'école en dehors de l'école? C'est une dinguerie. Pour moi, le travail, c'est la même chose. Genre, je déteste l'environnement. Ramène pas l'environnement que je déteste à l'extérieur. Genre, vraiment pas. Ok. Bref, ceci étant dit, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la femme. Bon, dans le monde du travail, je crois qu'on peut acter un truc. Les anciennes générations, elles nous apprécient pas trop. Près d'un demi-million de démissions. Certaines sont même annoncées en direct sur les réseaux sociaux. Les jeunes, c'est des jeunes. Hein. Ils se présentent, ils travaillent une demi-journée, ils se barrent. Des jeunes salariés qui interrompent volontairement leur contrat de travail et s'en vont pour bénéficier de l'assurance chômage, ça n'est pas normal. Dès que je proposais un CDI, on disait non, non, surtout pas. Alors que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, le CDI, c'était un peu le Graal. Où sont-ils? Mais où sont-ils? Est-ce que vous avez la réponse? Ils sont où vos saisonniers? Moi, je pense qu'ils sont à la plage. Pour moi, le problème, c'est pas eux. C'est que il faut l'adapter en fait. Il faut adapter l'offre de travail. En fait, les besoins des nouveaux travailleurs, du coup, en l'occurrence nous, ils sont différents. Et la plupart des offreurs d'emploi ne veulent pas s'adapter. Et dire que juste en France, ils sont giga en retard. À Mayotte, je ne saurais même pas dire à quel point ils sont en retard. Vraiment. C'est pour ça, moi, le Saint Graal, ce serait de bosser pour moi-même. Ok, je ne veux dépendre de personne d'autre que ma propre personne. D'accord? Enfin, pour être plus précis, c'est plutôt qu'elles ont du mal à comprendre. Nos aînés ne saisissent pas pourquoi on veut plus passer 40 ans de notre vie à porter des sacs de ciment ou à remplir des tableaux Excel. Et comme d'habitude, quand on ne comprend pas quelque chose, on fait des raccourcis. Et on se dit que la raison, c'est tout simplement que les jeunes, ils ont la flemme. Une conclusion qui évolue souvent vers un point de vue bien connu, les jeunes profitent du système. Alors je me doute bien que tout le monde pense pas comme ça. Mais cette incompréhension, elle a pour effet de provoquer de la part des anciens un sentiment de colère très malvenu à l'égard des jeunes générations. Alors je vais m'y coller. Je vais essayer de vous expliquer en quelques points pourquoi nos raisons de résister au monde du travail actuel sont très souvent légitimes. Culture d'entreprise toxique, offre d'emploi misérable, pression constante et objectifs intenables, bienvenue dans l'enfer de ceux qui découvrent le monde du travail. Avant toute chose, quand je dis notre génération, je fais surtout référence à la population qui a entre 18 et 35 ans, ou plus généralement, tous ceux qui sont plus ou moins dans le début de leur carrière. Après, évidemment, il y a des gens qui auront la vingtaine qui se sentiront peut-être pas du tout concernés par ce que je vais dire. Et inversement, peut-être que vous avez la cinquantaine et que ce sujet vous parlera beaucoup. Bref, ça peut s'appliquer à tout le monde, mais ça se vérifie particulièrement pour les jeunes salariés. L'objectif n'est pas de faire preuve de mauvaise foi, donc on va commencer par mettre les points sur les i. La jeunesse n'excuse pas l'immaturité. Quand t'as un boulot, t'as une responsabilité vis-à-vis de celui qui t'a embauché. Et donc c'est normal d'attendre qu'on arrive à l'heure, qu'on respecte ses collègues et qu'on écoute son patron. En résumé, on attend de nous qu'on fasse le taf pour lequel on est payé. Et c'est bien normal. Quand les conditions de travail sont correctes... Ouais, mais le problème, c'est que implicitement, les employeurs voudraient que tu fasses plus. Ce que je ne trouve pas normal, parce que tu me demandes de faire tant, je fais exactement ce que tu m'as demandé, ni plus ni moins. Et il y en a pour qui ça leur convient pas, genre, frère.
Tu es chelou, toi. C'est pas défendable d'arrêter subitement de donner signe de vie ou de prendre personnellement chaque remarque qu'on fait sur ton travail. T'es payé, donc on attend de toi que tu fasses le job. Et vous noterez bien que j'ai précisé, dans des conditions de travail correctes. Parce qu'on va aborder le premier point important. Les conditions de travail, sont souvent mauvaises. Jusqu'ici, on a acté qu'on est censé faire le travail pour lequel on a été embauché. Mais là où ça déconne, c'est que c'est particulièrement fréquent qu'on nous demande de faire des choses qui outrepassent complètement notre fiche de poste. En 2013, dans une enquête... J'ai été inscrit en alternance, j'ai signé un contrat d'alternance dans un cabinet de recrutement en octobre. Ouais, bref, j'ai travaillé là-bas tout le mois d'octobre. Et moi qui m'attendais à faire des choses qui ne touchent principalement qu'au recrutement, je me suis retrouvé face à un employeur qui me demande de créer une application. En fait, être dans une petite entreprise et toucher à plein de choses, je m'y attendais, tu vois. Et généralement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais là, bizarrement, c'était pas le moment, genre. C'était pas le moment de me demander de faire des trucs comme ça. J'avais pas envie. J'ai pas signé pour ça, c'est pas sur ma fiche de poste. Fais-moi faire les trucs un peu bateaux là, qui sont répétitifs, que je me casse à l'heure de partir et puis que je touche mon salaire à la fin du mois. Salaire qui était très très bas, qui puisait. Bref. Dont je vous mets la source en description, un salarié sur 5 déclarait changer de poste en fonction des besoins de l'entreprise. Dans une enquête similaire menée en 2023, c'était 70% des jeunes actifs qui déclaraient remplir des missions qui ne sont pas dans leur fiche de poste. Alors n'allons pas non plus dans l'extrême inverse. C'est pas un problème de demander à un employé de faire un effort pour dépanner. Mais là où ça devient problématique, c'est quand on se retrouve à faire tellement de tâches dans tous les sens qu'on finit par ne plus faire que ça. C'est comme ça que je me suis senti un peu. Et c'était vraiment dès le début. J'ai dit je veux pas prolonger, t'as vu. Et ça s'est accumulé avec d'autres trucs. Du coup, j'ai décidé de tailler. Et à terme, on ne fait plus, ou quasiment plus, le boulot pour lequel on a été engagé à la base. Ça, tant qu'on n'y a pas été exposé, on réalise pas à quel point c'est chiant. Parce qu'à long terme, ça fait que tu ne prends pas en compétence sur le boulot que tu es censé faire. Donc tu finis par mal faire ton travail. Et par conséquent, tu seras pas intéressant à embaucher pour un futur poste. Alors évidemment, t'as des boulots qui demandent de savoir s'adapter, et en soi, dans une certaine mesure, c'est une bonne compétence. Mais quand t'as des situations où on demande par exemple à un graphiste de s'occuper de faire le site web, parce que c'est de l'informatique, hein, toi tu connais, c'est pareil. Ou dans un autre contexte, une personne qui est embauchée comme assistant administratif, et qui au final se retrouve à être chargée du ménage, ça c'est abusé. Moi j'étais en tant que gestionnaire RH, entre guillemets, tu vois, gestionnaire ressources humaines alternant. Je me suis retrouvé à faire de la com. Je me suis retrouvé à faire les délires d'application aussi. En fait, c'est intéressant à voir, mais je suis pas là pour ça. Tu vois, moi j'ai un mémoire, j'avais un mémoire à rendre à la fin de l'année. Il faut que je vois les trucs qui sont en rapport avec ce que je dois voir à l'école. Puis pas voir les trucs bizarres là. C'est intéressant, mais je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. J'aurais dû être honnête, je pense. Ouais. En fait, il faut bien comprendre que ça, c'est un truc qui est ancré très profondément dans notre génération. On ne supporte pas qu'on essaye de nous la faire à l'envers. Ça nous fait naître un profond sentiment d'injustice. Un bon exemple de ça, c'est les heures supplémentaires. C'est normal d'en faire plus de temps en temps quand l'entreprise a un besoin exceptionnel. Mais quand sur ton contrat c'est marqué 9h-17h et que tu te retrouves à finir à 19h tous les soirs, bon, faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Si c'est un boulot qui exige 44 heures par semaine, fallait l'indiquer dès le début. D'autant plus que ces heures supplémentaires, elles sont pas toujours vraiment rémunérées. Peut-être tu fais des petits trucs en plus par là qui sont pas comptabilisés. On a vraiment l'impression que c'est normalisé, cette pratique de faire des réunions qui débordent en fin de journée, donner de la paperasse de dernière minute un vendredi soir, envoyer des mails à 21h. Parce que oui, je précise au cas où, les mails et les SMS envoyés en soirée ou le week-end, ça compte comme du temps de travail. Et là, je sais qu'il y en a qui vont protester. Oui, c'est abusé de penser comme ça. Ça va pas te tuer de passer 5 minutes à répondre à un mail. Ouais. Mais il y a une... Franchement, certes, ça va pas me tuer. Mais ça va pas te tuer non plus d'attendre que je retourne au taf pour le faire.
Genre, là, c'est pas le moment. Je suis dans ma baraque. Toi, quand t'es chez toi, je viens pas te saouler en mode ouais, j'aimerais bien renégocier ma paye, de ceci, cela et tout. Genre, c'est pas le moment. Je suis déjà rentré chez moi. Ce que je fais là, tu vas pas me payer pour ça, donc ça sert à rien. J'ai rien à gratter dans l'histoire, ok? Et t'aider, pour moi, y a pas d'intérêt à ce que moi je t'aide juste pour t'aider en fait. Tu vois? En tout cas, moi je vois pas l'intérêt. Bonne raison pour laquelle on réagit comme ça. Parce qu'il y a un phénomène qui se met en place depuis quelques années. Et là pour le coup, c'est pas notre génération qu'en est la cause. La culture d'entreprise devient de plus en plus toxique. Alors, je vais pas non plus aller jusqu'à dire qu'avant c'était génial. Quand tu remontes dans les années 80, d'après ce que j'ai vu, c'était quand même un management très autoritaire. Des trucs comme le racisme et le sexisme, c'était normalisé. La place des femmes, c'est au foyer, c'est pas au travail. Et globalement, dès que tu commences à l'ouvrir, tu dégageais. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y avait pas autant cette logique de vouloir te manipuler pour t'essorer comme si t'étais une serpillière. Depuis 15 ans, il y a une hausse continue des exigences de rythme, de charge mentale et d'urgence. Un job, surtout en début de carrière, ça devient de plus en plus une logique de toujours faire plus avec peu de moyens. T'es tout le temps sous pression. Et à ça vient s'ajouter un facteur aggravant. Le numérique a pulvérisé la frontière entre vie pro et vie perso. Maintenant c'est bon, la hiérarchie elle a bien compris qu'on était joignable tout le temps, même quand on est censé être off. Du coup t'as l'impression de jamais couper le travail. Et quand t'essaies de poser des limites, on te fait bien comprendre que tu vas avoir des problèmes. Cette manie des managers d'essayer de te la mettre à l'envers, c'est ce qu'on appelle la bullshit culture. C'est-à-dire que l'entreprise affiche des valeurs humaines, ça parle de bienveillance et tout ça, et derrière, c'est exactement l'inverse. Et du coup, ça donne des injonctions complètement contradictoires. Nous voulons des salariés autonomes, mais on viendra quand même vérifier ce que vous faites toutes les 2 heures. Ne vous surmenez pas, vous devez prendre soin de vous. Ah et aussi, on est dimanche matin, mais vous pouvez répondre à ce client ? Ici, nous encourageons la prise d'initiative. Par contre, n'innovez pas, respectez bien toutes les procédures. Au moins avant, c'était plus clair. Là, à force d'avoir des signaux contradictoires, ça crée un climat ultra anxiogène. Vous me direz peut-être que c'est comme ça. Souvent le travail, c'est pas rigolo. Mais il faut bien vivre, hein. Alors déjà, l'argument du « ça a toujours été comme ça, donc c'est ok », je suis pas très fan. Mais surtout, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Les offres d'emploi. On peut en parler 2 secondes ? J'ai bien compris que ce qu'on attend de nous, c'est de commencer tout en bas de l'échelle et de gravir les échelons petit à petit pour mériter sa place. Ça c'est beau, on se croirait dans un chenet. Frère, quand je sors de je sais pas combien d'années, 5 années d'études, ok ? Je sors de 5 années d'études, j'ai un giga master qu'on m'a vendu le délire comme quoi dès que j'allais avoir ça, on allait m'ouvrir toutes les portes de je sais pas quoi, tu vois. Moi, je m'attends à ce qu'on m'ouvre toutes ces portes-là, tu vois. Genre, faut pas commencer à me dire de devoir... comment on dit, c'est quoi le mot ? Punaise. Devoir accepter moins que ce que j'attends, sous prétexte que... Je sais pas, moi... En fait, j'ai bossé pour ça. Je me sens pas de me faire refuser le truc, tu vois. Je sais pas si tu captes. Sauf qu'aujourd'hui, quand t'as pas d'expérience, trouver un taf qui soit vraiment formateur et qui te permette d'évoluer, c'est chaud, hein. Alors ici, je ne parle pas des offres d'emploi que tu trouves quand tu veux changer de poste. Je parle surtout des jobs qui correspondent aux premières expériences quand tu sors d'école, par exemple. Très souvent, une offre d'emploi classique, ça va ressembler à un truc comme ça. Une fiche de poste qui comprend des missions très larges et très floues, pour te faire comprendre à demi-mot que tu vas globalement faire le taf que personne veut faire. On retrouve souvent des termes comme couteau suisse, où la traduction, c'est que tu vas devoir gérer la merde de tout le monde. On t'explique généralement en soum-soum que tu vas devoir te débrouiller tout seul, mais que tu seras fliqué. Et concernant les horaires, c'est souvent très vague aussi. On te fait juste comprendre que tu ne devras pas compter tes heures. Et question salaire, alors là c'est la fête. Ouais, je déteste ça. Je vais compter mes heures. Ok ? Je vais compter mes heures. Énerve-toi comme tu veux, c'est pas normal de faire travailler quelqu'un des heures en plus alors que tu ne vas pas payer plus, ok ? Je compte pas le nombre de fois où j'ai vu écrit la mention « Rémunération en fonction du profil !» qui est juste une manière cachée de dire que tu seras payé le minimum possible. Et puis tant qu'à faire, on précise qu'il faut déjà de l'expérience, hein, même si c'est un poste de junior. Mais on laisse entendre que ça peut le faire si t'es vraiment motivé. Et c'est là que c'est très malin de la part des recruteurs.
Parce que l'objectif, c'est de te mettre dans une position où c'est toi qui viens quémander du travail. Un processus de recrutement qui piège les jeunes. Alors, encore une fois, la situation où le recruteur essaye de te mettre en position d'infériorité, c'est un truc qui concerne tout le monde. Mais quand tu débutes dans le monde du travail, t'es particulièrement vulnérable. Parce que t'es pas rodé à tout ça. Toi, tu veux juste faire tes preuves. Et ça, croyez bien que les recruteurs peu scrupuleux, ils vont jouer là-dessus. Ça va être par exemple sélectionner 15 ou 20 candidats pour leur faire passer un long processus de recrutement où ils vont être directement en concurrence avec des tests et des entretiens à rallonge où on va te casser. Le recruteur qui arrive en retard et ne s'excuse pas. Ou alors, vous savez, celui qui prend son pote du tennis au téléphone en plein entretien. Allô, à 11h, je t'ai dit, non mais là j'ai quelqu'un là. C'est une attitude qui vise à vous faire comprendre que le recruteur décide de l'entretien et le candidat s'adapte. Et si par miracle tu te retrouves dans les 3-4 élus qui ont un entretien final, on te fait bien comprendre l'immense chance que t'as d'avoir été retenu. Et qu'il serait très malvenu de vouloir négocier tes heures ou ton salaire. Le côté Alors qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir le meilleur? Alors, qu'est-ce que vous mettez en avant, on va dire, pour réussir mieux que les autres là-dedans? Nous, si vous voulez, on avait une... Pas nous, vous. À moi, en tant que commercial. Je trouve, il y a un autre paradoxe là qui me surprend et je vous en fais part tout de suite parce que vous avez affiché une superbe depuis le début des exercices. Et puis alors là, je vous sens pour le coup vraiment très très fébrile. N'esquivez pas. Non, mais il n'y a pas de généralité là-dedans. Ouais, je suis en train de l'allumer. Oui. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à accepter un peu n'importe quoi. En soi, bon, je comprends le principe, l'offre, la demande, tout ça. S'il y a beaucoup de gens qui veulent le même poste, j'entends que c'est plus compliqué de négocier. Mais ce que je trouve franchement limite, c'est de manipuler les candidats en leur faisant miroiter un poste incroyable, alors qu'il est tout pourri, pour créer artificiellement une demande. Si la fiche de poste est honnête et qu'on dit « bah voilà, on est conscient que c'est un travail exigeant et c'est pour ça qu'on vous propose des horaires aménagés ou un salaire plus élevé ». Ok, là c'est clair. Mais quand tu caches ça derrière un prétendu job de rêve, c'est sûr que la désillusion elle va frapper fort après. Et ça c'est pour des entreprises correctes, entre grosses guillemets, parce que ouais, il y a pire que ça. Un bon exemple de stratégie dégueulasse utilisée par certains employeurs, c'est le quiet firing. Tu commences ton job et on te donne un objectif ambitieux, genre emballer 150 cartons dans la journée. Un truc où tu sais qu'il va pas falloir traîner, mais qui est faisable. Toi c'est ton premier jour donc tu donnes ton max et tu finis par y arriver. Et là ton manager te dit « Eh bravo, franchement bien joué ! Demain tu feras 200 cartons. » Et le cycle est sans fin. Plus tu te donnes à fond, plus on va augmenter tes objectifs. Jusqu'au jour où t'en peux plus, t'es cramé. J'ai une cousine qui m'a dit, ouais, quand t'es en entreprise, il faut pas que tu montres que t'es efficace parce que le problème, c'est qu'ils vont vouloir t'en donner plus. Tu vois, et c'est ce que la vidéo est en train de confirmer. En fait, moi, j'aime être efficace. J'aime, t'as vu, tac. Mais quand j'étais en alternance, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai fait, en fait, non, j'ai aucun intérêt à être efficace. Parce qu'ils vont me demander de faire... Non seulement, en fait, ils vont me demander de faire... en fait, faire plus, c'est pas ce qui me dérange. Tu vois, là, j'ai fini une tâche. La journée est pas finie, il faut que j'enchaîne sur une autre tâche. Ok. Le problème, c'est que des fois, ils vont te demander de faire des choses que tu n'es pas censé faire. Tu vois, t'as fini de faire ça. Genre, dans ton domaine à toi, il n'y a plus rien à faire. On va aller te faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton domaine d'expertise. C'est ça, en fait, qui me saoule un peu. Tu vois, ça te fait faire des trucs que t'es pas censé faire. C'est pour ça, ouais, peut-être abuser pas trop sur l'efficacité. Ok? Doser. Et donc, tu démissionnes. Mais ça, c'est jackpot pour l'entreprise! Ça fait des employés qui travaillent énormément pour pas cher. Et quand ils sont rincés, ils se barrent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin de leur verser d'indemnité. Non, franchement, bon plan. Et évidemment, tu caches tout ça derrière un management très rusé, qui sur le moment te pousse à croire que c'est ta faute si t'as démissionné. C'est juste toi qui t'es pas au niveau. Ah, ce genre de boulot, je vous garantis qu'on met du temps à s'en remettre. C'est des conditions de travail qui peuvent te casser pendant des années. Le processus est parfois différent, mais la finalité est souvent la même. On t'essore au maximum pour te jeter ensuite. Et là encore, peut-être que vous me direz que c'est pas tout le monde. Non, non, les grandes entreprises, elles font pas ça. Voici donc une liste non exhaustive d'entreprises concernées de près ou de loin par le quiet firing. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on en a pour la journée. Et au cas où, je précise, c'est une pratique qui est tout aussi répandue dans les plus petites entreprises. C'est juste que ça fait pas les titres des journaux. Et évidemment, c'est pas tout le monde. Il y a des boîtes qui traitent correctement leurs salariés. Mais c'est tellement répandu que ça en devient un problème systémique.
Mais ce genre de management toxique trouve aujourd'hui ses limites, parce qu'elle commence à faire face à un problème de taille. La nouvelle génération est beaucoup plus lucide, et c'est une bonne chose. Ça, je pense que c'est la plus grosse différence avec ceux qui arrivent maintenant sur le marché du travail. Si ça nous casse autant les pieds tout ce qu'on a vu, bah c'est qu'on n'a plus aucune loyauté envers une entreprise qui fait pas d'efforts. Et ça, c'était pas le cas avant. Aujourd'hui, il y a de moins en moins cette mentalité de se défoncer pour l'entreprise sans trop savoir si ça va payer ensuite. Alors, on est beaucoup plus exigeant quand on cherche un taf. Parce qu'on est parfaitement conscient que quand un recruteur essaye de te la mettre à l'envers, c'est un signe assez flagrant que la boîte qui veut te recruter va t'exploiter et te jeter quand elle aura plus besoin de toi. Et surtout, on accorde plus d'importance à notre santé mentale. Il paraît que les restaurants n'arrivent pas à embaucher des serveurs. Et la réponse à ça, elle est simple. Travailler le soir et le week-end en se faisant chier dessus à la fois par les clients et le patron, le tout pour un salaire au ras des pâquerettes, c'est pas le genre de taf où tu restes sain d'esprit très longtemps. Tout à l'heure, on parlait d'offres et de demandes. Eh bien, si l'offre de travail est restée plus ou moins la même, bah la demande, elle a évolué. Et c'est une bonne chose. Bien sûr qu'il faut que le salarié apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, mais créer artificiellement une situation où le candidat quémande un job, c'est quand même pas très sain. Il y a des entretiens où t'as l'impression que c'est presque un crime de vouloir demander des infos complémentaires. Et si en plus tu veux négocier ton salaire, waouh, mais ça va pas, monsieur? Mais c'est pas faire une faveur de proposer un job. T'embauches quelqu'un parce que tu penses. Vous savez, je trouve ça bizarre de ne pas être à l'aise de parler de son salaire durant un entretien. Genre, je trouve ça chelou parce que, en fait, le voyez pas en mode c'est votre supérieur en face, il a le choix et tout. Genre, là, vous êtes en train... Dites-vous, c'est plus un client, tu vois. Vous vendez vos compétences. Vous vendez vos compétences. Vous savez que vous valez tant. Faut pas, en fait, trouver ça bizarre de dire que oui, moi, je travaille pour tant. Je sais faire ça, ça, ça. Et je travaille pour tant. Et, genre, pour moi, c'est censé être normal. Et je ne travaillerai pas, genre, je n'accepterai pas un salaire en dessous. Tu vois. Je n'accepterai pas un salaire en dessous. Genre, c'est censé être normal pour moi. C'est censé être logique. Mais non, dans la société où on vit, on a rendu tabou de parler d'argent. Les gars, à part dans ma génération, hein, moi avec mes potes, ça on parle tranquillement d'argent, il n'y a pas de galère. Mais je me souviens qu'à l'ancienne, demander à quelqu'un son salaire, c'était, frère, fallait faire des enquêtes, t'as les fous. Moi, je me prenais pas la tête. Je te demande, tu gagnes combien, t'as pas envie de dire? Eh ben ta bouche, frère, c'est tout, frère. Moi, je vais pas me prendre la tête, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens sont mal à l'aise à parler d'argent. Tu vois. Et surtout dans un environnement comme celui du travail où on est censé justement être bien clair sur ce qu'on attend l'un de l'autre. Ok. Moi, tout ce que j'attends d'un travail aujourd'hui, parce que vraiment, tout ce qu'on pourrait me proposer, peut-être pas commercial, parce que j'aime bien commercialiser les gens. Tout ce qu'on pourrait me proposer, hein, en termes de taf, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Tu vois. Ça veut dire, normalement, c'est le chapitre le plus intéressant de l'entretien. Ok. Et bizarrement, plein d'entretiens, je fais, c'est un chapitre qui est souvent skippé. Voilà. Et je suis pas trop fan de ça. Voilà. Je pense que à chaque entretien, on devrait en parler. Ok. Quelles sont vos prétentions salariales? Moi, je veux tant. Ah, peut-être que c'est un peu trop. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu parce que votre profil est intéressant? Je fais bon, ok. Voilà, je veux tant. Et ouais, on verra ce qu'on peut faire et tout, tu vois. Genre, les gens, ils veulent pas en parler, c'est chiant, wesh. Parce que ça va t'apporter quelque chose. Et donc, c'est parfait. Acceptez pas tout et n'importe quoi. Normal que le candidat évalue lui aussi si ça correspond à ses aspirations. Et aujourd'hui, les aspirations de la nouvelle génération, c'est avant tout d'être épanoui. Oui, je sais que c'est un mot bizarre dans le monde du travail, je vais préciser. Ça... Je vous promets qu'à l'ancienne, ça me disait ouais, mais... Parce que en gros, je faisais ma formation, j'avais dit à ma belle-sœur. J'ai dit à ma belle-sœur, ouais, vas-y, je fais ça, 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 mais j'aime pas, mais je fais juste, tu vois. Et elle m'a dit, ensuite, tu vas faire quoi? Je vais faire ça et tout. Et elle m'a dit, t'aimes bien? Elle m'a dit, t'aimes bien? J'ai dit non. Après, elle m'a posé la question, ouais, comment tu vas faire pour être épanoui? Et c'est la première fois que je me suis vraiment posé la question, parce que plus j'y vais, plus je déteste le truc. Plus j'y vais, plus je déteste le truc, que ce soit l'école ou l'entreprise. Je fais bon. En vrai, elle avait raison. Il n'y a pas moyen d'être épanoui. Et ça, c'était en l'espace d'un seul mois, tu vois. C'était dingue. Ça veut pas dire qu'on veut pas faire carrière, hein.
On serait très content d'être à la fois riche et heureux. Mais ça veut dire que si on doit choisir entre l'un et l'autre, bah notre choix il est fait. Parce qu'on veut pas seulement un boulot qui rapporte. On veut un boulot qui a du sens. Et ça aussi, c'est une bonne chose. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est être associé à ce qu'on appelle un bullshit job. Un job à la con, si vous préférez. C'est-à-dire un emploi où tu sais, au plus profond de toi, qu'il ne sert à rien. Où t'as beau essayer de te convaincre, tu sais que si ton poste disparaissait, ça changerait pas grand-chose. Et franchement, soyons honnêtes, il y a une quantité absurde de jobs qui servent juste à nourrir la bureaucratie. Et où tu passes plus de temps à faire semblant que t'es essentiel qu'à faire des choses vraiment concrètes. Mais en fait, quand tu y réfléchis, les exigences de la nouvelle génération, vouloir un travail dans lequel on se sent utile et en bonne santé mentale, et c'est parfaitement compatible avec les besoins d'une entreprise. Je gère pas de grosse boîte, mais je pense pas que l'objectif d'un patron, ça soit d'embaucher des gens qui feront le strict minimum dans un job où ils seront pas très productifs. Une bonne culture d'entreprise augmente l'engagement et la satisfaction de l'employé. Et ça se traduit mécaniquement par plus de productivité, moins d'absentéisme et de turnover, et par définition des meilleurs résultats. Parce que quand tu es dans une boîte qui te respecte, tu commences à faire preuve d'initiative. Tu proposes des idées, t'améliores les process, tu aides les autres dans ce qu'on te demande. Bref, tu t'impliques dans la qualité de ton boulot. Bon, ça paraît évident dit comme ça, mais ça permet de se rendre compte que ces nouvelles exigences, elles contribuent à rendre le monde du travail plus productif. Et oui, pour une fois, c'est plus aux candidats de se plier en quatre, cette fois c'est aux employeurs de s'adapter. J'entends que c'est frustrant d'ouvrir un poste et d'avoir quasiment personne qui postule. Mais ça veut pas pour autant dire que les gens sont feignants. On remarque par exemple que le nombre de créations d'entreprises, il a presque doublé en 15 ans. Et ouvrir une entreprise, c'est quand même un paquet d'emmerdes, hein. Et en prime des revenus qui sont pas vraiment assurés. À un moment, faut dire les choses. Si tu postes un job et que personne ne postule, ça veut dire que les gens préfèrent encore se mettre à leur compte plutôt que de travailler selon tes conditions. Donc le problème, il vient de toi. Pour améliorer les choses, il faut parfois bousculer ce qui est en place. Et une nouvelle situation, qui certes ne plaît pas à tout le monde, peut être bénéfique à long terme. Alors refusez les jobs qui ne vous respectent pas, encouragez tout le monde à le faire et remerciez la nouvelle génération de bousculer ainsi le monde du travail. Parce qu'au bout du compte, ça profitera à tout le monde. Lourd, lourd, lourd. Énervez la vidéo, un petit like, voilà. Et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine, pour la prochaine, vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nasses. Je débite un tas moi, je débite un tas. Jeune et ambitieux, on est jeune et ambitieux. Je connais le monde, je sais qu'il est vicieux. Je connais le monde, je sais qu'il est vicieux. Faut que je bosse dur pour choper cette SACEM. Yeah, il me faut la même que 50, Jay-Z, la même que PNL. Yeah, je reste focus, ils font crever des BBL.